Vous regardez du tic au tac sur GNG Média. Savez-vous que vous pouvez étudier ou travailler au Canada et gagner plus de 76 000 francs par jour en tant que soudeur? Eh bien, vous ne rêvez pas. C'est bien possible grâce à GNG Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada. Vous vivez en Afrique ou tout ailleurs dans le monde et souhaitez immigrer au Canada pour étudier ou travailler? GNG Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada vous donne la possibilité d'améliorer votre vie en immigrant en toute sécurité au Canada en qualité de résident permanent, travailleur temporaire, étudiant. GNG Consultings et son partenaire 237 Destination Canada vous permettent de trouver du travail au Canada dans les domaines suivants: éducation, santé et services sociaux, génie civil, administration, manufacture, hôtellerie, restauration, ainsi que les technologies de l'information. Travailler une fois au Canada comme aide-soignant, infirmier, inspecteur en construction, infographe, graphiste, développeur d'applications, développeur web, menuisier, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur, technologue et technicien des sciences de la santé, technologue des laboratoires médicaux, technicien en génie électronique et électrique, architecte paysagiste et bien d'autres. Un accompagnement en procédure classique ou express selon votre profil. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 237 658 37 12 90. GNG Consultings. Soyez tranquilles, nous sommes là. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans cette autre production du Tic au Tac sur GNG Média. Votre dîner intellectuel qui porte naturellement la co-signature de l'indéboulonnable Romaric Tenda et du très sémillant Raoul Patrick Bifei-Rock. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romaric. Une fois de plus, on se retrouve sur ce plateau avec un autre invité, un plateau constitué de 3 R. Raoul Patrick, Romaric Tenda et notre invité Roland Kwemen. Bonsoir coach Roland Kwemen. Bonsoir Romaric, bonsoir Raoul. J'aime bien la formule des 3 R. Merci beaucoup. Merci coach. Merci d'être là. Alors dans cette production, on va effectivement, avant d'entrer de plein fouet dans cette émission, brosser un tout petit peu qui vous êtes. Vous êtes un coach naturellement et vous accompagnez la plupart des grandes entreprises au Cameroun à améliorer leur performance. Vous êtes surtout écrivain, auteur de 3 ouvrages que nous avons ici sur le plateau naturellement. Le premier, The Impact of One, un livre que vous avez écrit après votre passage à la Jeune Chambre internationale. Ensuite, 2 autres ouvrages, Esprit, Impactitude ou encore Impactitude Spirit, avec un livre qui est notamment en 2 tomes. Le premier tome a été préfacé par André Chiaka, qui est non moins PCA de Socaver et qui a fait pas moins de 25 ans à la tête des brasseries du Cameroun, qui est devenu aujourd'hui le groupe SABC. Et ce deuxième tome qui est préfacé de Imran Bari. Tout à fait. Et vous nous avez dit en offre qu'il est aujourd'hui au cadre à Total en France et j'ai la zone Afrique. Il a été DG de Total Cameroun, voilà. DG de Total Nigeria, et maintenant il s'occupe du pan Afrique Total au niveau de Paris. Donc pour dire que vous ne traitez qu'avec de très gros calibres et c'est naturellement avec beaucoup de plaisir que nous vous avons sur ce plateau. Personnellement, j'estime que vous êtes la référence en matière de coaching au Cameroun. Avant d'entrer dans cette interview, est-ce que vous permettez qu'on vous tutoie ou qu'on vous voit? Vous vous sentez à l'aise avec quelle formule? Je suis plus à l'aise dans le tutoiement. D'accord, coach. Parce que dans le métier de coach, il y a la proximité. Oui. Pas la familiarité, mais oui. la proximité. Et c'est très important qu'on puisse être dans cette approche fraternelle. Donc, vraiment, pas de souci. Le tutoiement. D'accord. Alors, coach, d'entrée de jeu, quand on parle de coaching professionnel, à quoi fait-on référence? Déjà, le mot coach, le commun mortel et celui qui est en train de nous écouter va penser au coach sportif. Donc, on a emprunté du vocabulaire sportif. Oui. C'est une personne qui accompagne en termes d'entraînement une équipe sportive. Mais si on revient maintenant au coaching professionnel, qui est un peu l'essence de notre entretien d'aujourd'hui, c'est un professionnel qui aide un individu ou les organisations à atteindre
le niveau de performance, donc à réaliser les objectifs. Donc voilà le métier de coach. Alors, les entreprises se retrouvent régulièrement dans un dédale émaillé par l'atteinte des objectifs, Tout à fait. la recherche de la performance et puis la création des conditions également de cette performance. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que le coaching aujourd'hui, dans notre environnement, dans le contexte dans lequel on se retrouve, est une urgence ou une nécessité? Une nécessité. Parce que je ne voudrais pas que ce soit comme un phénomène de mode. Parce que la mode, vous savez, ça vient, ça va. Oui. C'est une nécessité. Surtout que nous sommes dans des environnements hyper challengeants. Ça peut s'expliquer, déjà, on va voir le contexte camerounais, depuis à peu près 6-7 ans. Si on regarde le nord Cameroun, il y a une grosse crise sécuritaire, Boko Haram. Et ça a impacté l'économie locale et même l'économie nationale. Depuis 5-6 ans, nous avons une crise au nord-ouest, au sud-ouest, d'ailleurs, le gouvernement a déclaré depuis 3-4 ans la zone économiquement sinistrée. Donc là, ce n'est plus la rumeur, c'est quelque chose de réel. Si on regarde les rapports de GICAM et même les grandes déclarations économiques et géostratégiques du pays et de la sous-région bien du Golfe de Guinée, vous verrez que cette partie de l'Afrique est vraiment à la croisée des chemins. Et les entreprises étant les premiers vecteurs de développement sont impactés. Donc, c'est dans cet environnement, dans ce contexte, je n'oublie pas le Covid. Et depuis le début de l'année, la crise russo-ukrainienne. J'essaie de donner les grands facteurs qui déstabilisent l'entreprise. Et c'est des facteurs exogènes qui ne dépendent pas du chef d'entreprise, qui ne dépendent pas du manager, mais qui ont une influence négative sur la performance de ces organisations. Face à ce contexte et à ces enjeux, il est important que le chef d'entreprise, dont le dirigeant, que le manager, que le capital humain soit remobilisé, soit outillé, d'où la nécessité de ce métier de coach. Peut-être ça explique aussi le fait que de plus en plus, les entreprises font appel à ces professionnels pour les accompagner. Ce n'est pas pour faire leur travail, mais c'est tout simplement avoir un regard extérieur. La nuance est importante. Oui, non. Le résultat, la performance, c'est essentiellement la force de ces dirigeants. Il faut beaucoup d'humilité de la part de coach. C'est pour ça que vous allez voir, il ne faut pas avoir la grosse tête. Donc déjà, quand on ira dans le détail de notre entretien, vous verrez que le coach est essentiellement un facilitateur. Essentiellement. Essentiellement. Alors, on va faire un peu de pédagogie dans cette émission. Le coaching est apparu aux États-Unis dans les années 1960. Tout à fait. Et il plonge ses racines dans pratiquement la cybernétique. Oui. On peut le dire, et puis il y a bien d'autres dérivés naturellement. Mais est-ce que le coaching est adapté à notre environnement professionnel? Dans le contexte africain? Oui. Je dirais oui. Maintenant, on peut prendre, si je te demandais, Romary, ton premier coach, même de vie, c'est qui? La plupart du temps, c'est nos parents. Oui. C'est des modèles. C'est vrai. Maintenant, ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas documenté. C'est pour ça que dans mes publications, à 95%, proverbes et sagesse africaine. J'insiste. Peut-être l'Occident l'a documenté, a écrit. Mais le coaching existe en Afrique. On a eu toujours des mentors, des modèles, des personnes qui nous... Par exemple, quand on voulait aller en mariage, la jeune fille, il y avait un process d'accompagnement. Tout à fait. Par les tantes, les mamans, le jeune garçon, il y avait... Donc, ça, mais ce n'est pas écrit. C'est là la seule différence. Parce que nous sommes essentiellement une société orientée oralité. Donc, je voudrais qu'on ne dise pas que le coaching, c'est occidental ou oriental. Non, c'est africain. Maintenant, ils ont les outils. C'est pour ça qu'au niveau de mon cabinet, j'ai pris sur moi de documenter et de prendre de l'Occident quelques outils, mais cependant endosser, il y a les éléments culturels. Si vous prenez exactement ce qu'ils font aux États-Unis, vous venez au Cameroun, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un élément de local content. Il y a la culture. D'accord. Il faut faire attention. Comment accompagner un multimilliardaire africain où, en termes de droit d'aînesse, il y a un souci. Il est votre aîné. Ou sur le plan matériel, il a beaucoup d'argent. Comment
Donc, vous voyez, je veux pas citer non, mais il y a un aîné qui m'a appelé, qui a investi un hôtel extraordinaire, et j'étais impressionné lors de notre entretien. Il avait une démarche d'humilité qui m'a même cassé. Oui. Mais qui disait, Roland, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Je souhaiterais que tu puisses m'accompagner. Mais je demeure toujours humble, même dans mon approche avec lui. Parce qu'il faut reconnaître qu'il a quand même bâti une fortune Oui. sur la base de l'effort, sur la base d'une compétence qui m'amène, moi, à respecter ce qu'il a fait. Maintenant, il est aussi open en disant, je vois tout ce que tu fais avec les multinationales. Comment est-ce que tu peux m'aider à pérenniser après moi tout ce que j'ai bâti? Là, maintenant, on va convoquer les outils de l'Occident. Parce qu'il y a les process. Oui. Il y a un ensemble de documentation où ils ont réussi à mettre de façon méthodique et scientifique un ensemble de connaissances que nous avons en Afrique. D'où l'importance de prendre l'Occident, mais ça doit avoir un ancrage culturel, local très puissant. Très Sinon, puissant. ça ne marche pas. D'accord. Alors, le capitalisme a fait naître aujourd'hui de nouveaux entrepreneurs de contenu, Oui. qu'on appelle les coachs professionnels. Tout à fait. Bon, à votre avis, comment est-ce qu'on reconnaît un vrai coach? Quelles en sont ses caractéristiques? Ok, alors vraiment, chaque fois que j'ai cette question, je suis toujours embarrassé parce qu'il me dit, je ne vais pas vouloir détruire les autres. Donc, mais comme on est très pédagogique, Oui. et là tu as dit caractéristique, donc ça ne sera pas personnel, Tout à fait. intuitif personnel. Tout à fait. Donc, déjà, un coach, c'est deux choses. Il y a le parcours professionnel du coach, Oui. dans son équation personnelle. Oui. Ça compte énormément. Ça compte à 80%. Et maintenant, il y a la certification, donc la méthode, les outils. Oui. Il faut. Donc, vous voyez, d'abord, le coach, c'est un peu comme le médecin. On va chez le médecin. Est-ce qu'il fait la publicité? Non. Non. C'est parce que si tu es un dentiste et tu es allé, ça s'est bien passé. Si Romain te dit, gars, j'ai un peu mal, tu donnes. Il y a tel dentiste. Dans le bouche-oreille, la réputation. Oui. Et c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Maintenant, il y a les grands ensembles de ce métier, la confidentialité. Dans mes publications, vous allez voir, je publie sur les formations. Oui. Mais je n'ai aucune publication sur les clients que j'accompagne. Donc, il faut la confidentialité. Il y a aussi la crédibilité. Vous devez être crédible. Donc, il y a un travail à faire sur soi-même. Puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'avait pas. Maintenant, pour ceux qui sont dans le coaching professionnel en entreprise, il faut avoir un parcours en entreprise qui peut justifier le fait que tu vas accompagner un membre de CODI. Si toi, tu n'as jamais fait un CODI dans un comité de direction, comment veux-tu accompagner un directeur marketing, un directeur juridique, un directeur technique ou un directeur général, alors que tu n'as jamais atteint au niveau de ton parcours personnel? Oui. Comment? C'est même pas possible. Ce n'est pas le charlatanisme. Comment ça se dit en français? Je ne sais pas. Mais on peut pas être, ce n'est pas être marabout. C'est vraiment scientifique. Autre élément assez essentiel, c'est la démarche intellectuelle. C'est pour ça que vous avez su à 3 livres. Il faut pouvoir publier. Il faut écrire. Pour écrire, il faut beaucoup lire. Oui. Donc, un coach est comme, c'est un apprenant lui-même. S'il cesse d'apprendre, il ne peut plus accompagner les autres. Parce qu'il faut beaucoup, parce que le client, il te pose 2 ou 3 problématiques. Oui. Vraiment d'autres professeurs. Prenons le cas 1, il te dit, au niveau de mon CODI, le CODI, c'est le comité de direction, c'est souvent 8, maximum 12 personnes. Tout à Donc, les fait. grands directeurs qui se réunissent souvent une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, pour voir la direction stratégique Oui, de l'entreprise. l'entreprise. Et en plus, chaque directeur part maintenant cascader. Si dans ce CODI, il n'y a pas la cohésion, le directeur général m'appelle, coach, on a tel challenge. J'ai 3 directeurs ou 4 qui ne s'entendent pas. Et le fait qu'ils ne s'entendent pas, ça impacte la performance de Oui, l'organisation. oui, oui. Là, maintenant, on monte. C'est là où nous sommes appelés. On va faire un ensemble de diagnostics pour connaître pourquoi est-ce que Romain ne s'entend pas, Raoul. Le pourquoi. Vous voyez que c'est toujours des process de Tout à fait. questionnement. Il y a une Il méthodologie y a une méthodologie. que vous mettez en place. Parce que le fameux pourquoi. Parce que Raoul ne s'entend pas avec Romain. Pourquoi? On va écouter Raoul. Oui. On va écouter Romain. Romaric. Et à la fin, on va se rendre compte que c'est sur peut-être un détail inutile. Et la plupart du temps, ça peut être un problème de communication, de ressenti, d'émotion. Et dès que c'est réglé... Ou d'ego. Oui, d'ego. D'ego. Et à partir de là, il y a un travail à faire sur les deux et ramener les gars à comprendre
qu'est-ce qui est plus important que nos petites personnes? Oui. C'est l'entreprise, c'est G&G Média. Oui. Et à partir de là, quelles sont nos missions? Quelle est la vision de notre organisation? Quel est le plan d'action de cette année? Et on revient sur l'essentiel. Et là, ça appelle à beaucoup la diplomatie, la discrétion, l'humilité, les outils, mais aussi une foi incroyable et l'amour pour ces personnes, pour qu'ils puissent lâcher prise, te faire confiance et finalement comprendre que c'est là où il faut aller. Et je pense qu'à la fin, c'est la passion aussi. Je fais ce métier aussi, je pense, tu l'as dit en offre, une vocation. Oui. Le fameux, pour ceux qui ont fait la culture japonaise, parce que je m'inspire beaucoup du Japon, j'y vais presque chaque année depuis près de 14 ans. L'ikigai, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Oui. Moi, ma raison d'être, c'est quoi? C'est 5 éléments essentiels. Premier élément, quelle est votre vision? Deuxième, quelle est votre passion? Oui. Troisième, quelle est votre vocation? Quatrième, quelle est votre mission? Et enfin, quelle est votre profession? La profession de coach, vous voyez, ça vient à la fin. Donc, ce qui est plus essentiel, c'est la vision, la passion, la mission, la vocation. Oui. Et la profession vient à la fin. Oui. Quand c'est aligné, je pense que vous allez être meilleur journaliste, meilleur coach, Oui. meilleur footballeur, Ouais. meilleur parent. Vous serez meilleur dans ce que vous faites. À l'évidence, c'est un travail extrêmement complexe que vous faites. Tout à fait. C'est un travail qui appelle plusieurs sciences. À la base, j'ai fait marketing. Donc, j'ai fait des études. Et ensuite, en master, je me suis amusé à faire management. Pourquoi management? Parce que j'avais compris que pour accompagner les organisations, parce que quand on parle de performance, je sais, c'est un sujet qui est d'actualité. Oui. Quand on voit la performance, ce qui peut revenir dans votre esprit rapidement, c'est la performance économique. En Exact. disant, ah, mais Ouais. l'entreprise doit faire. Non, il y a d'autres types de performance. Ouais. Il y a la performance organisationnelle. Une entreprise peut ne pas être performante parce que l'organigramme n'est pas bien, parce que les process ne sont pas bons, alors que les gars sont bons individuellement. Mais le process, l'organisation est telle qu'ils ne vont pas performer. Et il y a la performance sociale. Pour ceux qui connaissent très bien, je suis très ancré, bénévolat, Oui, oui. j'ai un parcours jeune chambre, je suis toujours actif même dans les associations. Parce que la performance sociale d'une entreprise aide à la performance même d'une entreprise. C'est ce qu'on va appeler la RSE. Les entreprises ont des fondations et tout. Ouais, qu'il y a plusieurs types. Il y a la performance financière, le bottom line. C'est, il faut qu'à la fin de l'année ou du mois, que le patron, le dirigeant, qui regarde que voilà, ça marche. Donc, il y a plusieurs types de performance. Il y a la performance même individuelle. C'est-à-dire, vous, en tant que professionnel, comment est-ce que vous êtes performant? Et quand on regarde maintenant, on parle de la performance individuelle, vous verrez qu'il y a l'approche holistique. Dans mon premier livre, j'ai parlé des 5 baromètres de succès. Oui. Mais la plupart du temps, chaque matin, quand vous vous levez pour faire cette émission avec l'équipe de production, vous avez pensé à la vie professionnelle. Oui. Mais vous avez laissé madame à la maison, l'enfant. S'il est malade, ça impacte. Donc, il y a une deuxième vie qui est la vie familiale, où j'accompagne, j'insiste avec mes dirigeants, les dirigeants que j'accompagne, que l'approche doit être holistique. La plupart du temps, on regarde trop la performance professionnelle. C'est bien beau parce que c'est ça qui apporte à manger à la maison. Mais il y a une performance autre, la performance familiale. Il y a la vie sociale. Il y a la vie dans la communauté. Il y a la vie spirituelle. Donc, on a autant de vies et je continue à penser que les hommes et les femmes qui sont hautement performants sont les hommes et les femmes qui, holistiquement, ont réussi tous ces plans, tous ces plans de la vie. Mais coach, tous se plaisent à l'appellation coach professionnel. Tout à fait. Mais dans quelle mesure exactement et concrètement peut-on qualifier quelqu'un de coach? Un coach professionnel, c'est celui qui gagne sa vie grâce à cette activité. Si vous avez des revenus, vous gagnez votre vie, donc sur le plan professionnel, vous vivez de ça. Oui. Maintenant, si c'est de temps en temps sur Facebook, de temps en temps sur les réseaux sociaux, et tout de façon bénévole, vous n'êtes pas un coach professionnel. Coach professionnel, c'est dire, la structure existe. Oui. C'est un peu, vous avez une entreprise. Comme qui Go paye Ahead Africa. Comme Go Ahead Africa. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même une quinzaine de collaborateurs. C'est près d'une vingtaine de clients et c'est 4000 managers accompagnés en présentiel chaque année. Donc l'année passée, on a, je pense, 4500 personnes qui ont assisté en présentiel à nos sessions. Donc vous voyez un peu voilà les statistiques, voilà
les éléments. Donc voilà que c'est un métier qui peut nourrir son homme, mais il y a un prix à payer entre guillemets, donc, qui était la première question que Raoul a bien posée. J'ai donné les différentes caractéristiques en disant, pour résumer, c'est essentiellement deux choses. Le parcours individuel donc, de ce coach, mais aussi la certification, parce qu'il faut toujours prendre ce certificat pour être outillé afin d'accompagner des personnes. Mais coach, vous accompagnez la plupart des grandes entreprises au Cameroun. Tout à fait. On connaît que vous êtes passé par la Jeune Chambre internationale. On connaît également ce que vous réalisez. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre parcours aux internautes et aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent que ce que vous dites, par exemple, n'est pas du charlatanisme? Expliquez un peu votre parcours. Quel est votre pédigré personnel dans ce domaine? Bon, toujours un peu difficile de parler de soi. Du moins, quand je termine mes études en 93 au Centre universitaire de Douala, je commence une carrière dans une compagnie d'aviation d'affaires, Air Affaires Afrique. Donc, vous voyez, j'étais commercial. Donc, je vous ai dit à la base, j'ai fait des études de marketing. Donc, j'adore le marketing, la vente. C'est vraiment ma passion sur le plan professionnel. Et avant ça, en tant qu'étudiant, avec des amis, nous étions deux camarades, un est décédé, Jean-Baptiste Ngop, on avait lancé les salons de coiffure. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis l'enfance, j'aime toujours être correct, propre et tout. Donc, je coiffais. C'était ma passion. Tous mes camarades savent que je coiffais pour 100 francs et tout. Mais c'était une passion, puisque à l'université, nous avions la bourse. Et je lance un salon de coiffure avec des amis Benjamin, comme tout ça. Ensuite, un autre projet, c'était la cordonnerie. Donc, on a lancé une cordonnerie où on ramassait des chaussures. Vous restez au bureau, on prenait vos chaussures, ça s'appelait étambi. Et on arrangeait, on revenait vous livrer. Donc, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. J'ai entrepris étant étudiant. Ça peut s'expliquer parce que je suis le premier fils d'une famille de 10, donc j'ai 9 petits frères. Et papa a été clair, il n'y a pas de leadership sans responsabilité. Donc, il fallait déjà que je sois responsable très tôt. Donc, quand je commence cette carrière professionnelle, à peine 1 an et demi, j'ai une promotion comme country manager à Malabo. Donc, ce qu'on appelle représentant à l'époque. Donc, country manager, donc directeur général pays de cette entreprise à Malabo. Je couvre Malabo et Sao Tomé. Donc, j'ai Malabo, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. Je fais 3 ans et je démissionne. Je reviens à ma passion qui consistait à être entrepreneur. J'ai toujours rêvé d'être à mon propre compte. Donc, l'autonomie, l'entrepreneuriat, pas pour l'argent, pour créer de la richesse, mais aussi pour mon indépendance, parce que j'aime être libre. Je veux me réaliser. Et je fais 1 an avec un grand frère. J'ai rarement parlé de lui, Seke, Ngangue Seke, qui avait un cyber Bao. C'était le premier cyber café de la ville de Douala en 1996-97. Je demande à être bénévole chez lui pour apprendre le métier, par ma passion. Il savait que l'avenir était dans les TIC. Et il ne me paye pas parce que voilà, je suis à l'abri du besoin, mais en retour, je vois un peu le métier et j'ouvre le 2e cyber dans la ville de Boya. En 98. C'est avec lui, on s'entend, quand je vois 1 an, comment elle fait à peu près 7-8 mois, j'ai un peu de ressources que j'avais mis à côté et j'ouvre le cyber. Je suis accompagné par un autre jeune qui vient de rentrer aux États-Unis, Albert Kamanou, qui ouvre Globanet. Voilà comment il va m'accompagner à Boya, VSAT et tout. Et ça marche très bien. On faisait, avant c'était autre chose, le cyber. Et je deviens membre de la Jeune Chambre en 2003. Mais en 2002, le président national de cette organisation est dans la ville de Boya. Il vient travailler dans mon cyber. C'est lui qui me parle de l'organisation en me disant, tu peux faire un concours de plan d'affaires. Ton modèle économique est assez intéressant. Photocopie, cyber, et personne ne savait que j'étais propriétaire. Parce que c'est moi qui faisais les photocopies, qui aidais et tout. Mais il a su. Il disait, je t'observe, c'est toi le propriétaire. Je dis, comment tu sais? Il dit, je t'observe beaucoup. Et j'aime ton attitude, ta façon d'être. Mais il y a cette organisation, tu peux compétir. Voilà comment j'intègre la Jeune Chambre internationale de Boya, Boya Summit. Et je suis intronisé en 2003. Tout va basculer parce que là, maintenant, j'aurai véritablement des outils. Et en 2004, j'écris, la MTN Cameroun lance sa fondation d'entreprise. Et mon parcours Jeune Chambre et les concours que j'ai eu à faire prouvent que les centres multimédia, c'est l'avenir. Et j'avais un projet que j'avais compétit à l'international. Les centres multimédia en milieu scolaire. Voilà comment je propose le projet à MTN. 3 mois après, MTN achète, valide,
Et on a un deal d'à peu près 100 millions de francs CFA chaque année pendant 3 ans, qui consiste à créer 10 centres multimédia. Et c'est un parcours que les gens ne connaissent pas. J'ai créé près de 40 centres multimédia en Cameroun, 300 000 élèves ont été impactés et près de 10 000 enseignants. Ça s'appelait ADCOM. Et on l'a fait avec la fondation MTN. Je suis le fondateur et le propriétaire de MTN School Connectivity. Intellectuellement, c'est mon idée. Et MTN, là, va. Et à la fin du projet, le parcours Jeune Chambre, qui m'amène à diriger la Jeune Chambre internationale. Tout à fait. S'il vous plaît, pour votre information, c'est 13 millions d'anciens membres, c'est 200 000 membres, c'est 125 pays, c'est 23 nationalités au conseil d'administration. Je dirige cette organisation, je fais 11 pays. C'est là dans le premier livre. Je rencontre les plus grands dirigeants du monde, dont, je vais citer 3. Oui. Le pape Benoît XVI au Vatican, le Dalai Lama et le président Robert Mugabe. Donc, voilà le parcours. Et la Jeune Chambre a un volet leadership, puisque je suis président de la Jeune Chambre. Tout à fait. La Jeune Chambre aussi a un volet formation. J'ai fait tout le parcours. Et c'est comme ça que quand ma rencontre avec le Dalai Lama, le 10 novembre 2010 à Osaka au Japon, il me dit, fiston, tu viens, parce que c'était le congrès mondial, il dit, tu as eu une belle carrière, les membres t'adorent, ils disent de bonnes choses sur ton leadership. Moi, je te conseille de rentrer en Afrique et de commencer un mouvement qui va impacter et aider, parce que le plus gros challenge du continent, parce qu'on avait échangé, c'est le leadership. Le continent est riche en termes de ressources naturelles, mais il est dernier. Le paradoxe africain, parce que la force d'une nation ou d'un peuple ou bien d'une organisation, ce n'est pas la ressource naturelle, sinon l'Afrique serait le paradis, c'est le capital humain. Malheureusement, c'est le dernier du capital. En termes de management de ce capital, il est mis à la poubelle. Donc, je commence Go Ahead Africa. Voilà comment le mouvement va naître. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est des. Le parcours est là. Il est costaud. Et depuis quelques années, depuis 1 an, on a presque terminé le processus de certification. Et pour 2024, on lance les franchises. Donc, ouais, j'ai pris 14 ans à 15 ans. Aujourd'hui, nous avons près de 70 modules en français et en anglais montés, des modules africains, avec un contenu africain. Je vous défie, amener tous les grands coachs occidentaux sur l'Afrique, il n'y a même pas photo. On a d'ailleurs vu le témoignage de Lady Sonia, qui, pour elle, estimait qu'au Cameroun, vous êtes la crème du coaching. Juste parce pour que dire. je suis très fort, mais le local content, amenez-moi tous les plus grands Américains. J'ai la chance de faire des conférences partout dans le monde. Donc là, ce n'est pas, je suis à 96 pays en termes de conférences. Je ne vois pas un Américain qui a mon parcours. Donc, mais bon, on dit nul n'est prophète ce soir, mais je ne gère pas ça. Mais par contre, je veux que les Africains soient fiers. Un Américain, un Japonais qui vient à Abidjan, qui vient à Bamako, à Douala, animer une session, je mets un de mes disciples. Il n'y a pas photo, pas parce que je suis le local content. Il n'est pas africain. La maîtrise de l'environnement. L'environnement, le contenu culturel, le contenu local, il n'a pas. La blague, le benskin, le retard, les challenges, l'énergie qu'on a coupée et tout. Il sera, et ses blagues, il va blaguer sur la neige. Il va blaguer sur la neige. Toi, tu ne connais pas, il va blaguer. Pas qu'il va faire des blagues, mais moi, à Abidjan, je fais une blague, on rit. Au Nigeria, là, j'ai fait une blague, on rit. À Douala, j'ai fait une blague, on rit. Parce que je suis africain. Mais écoutez, même les applaudissements que vous voyez, c'est du local content. Local content. C'est notre moyen de vous dire. C'est notre façon. Et il faudrait qu'on soit fier d'être africain. On va prendre l'Occident 2 ou 3 outils. Mais ça ne doit pas, ça doit venir s'ancrer dans notre contenu local. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on s'habille? Comment on se divertit? Tout ça, on doit être fier. Sinon, c'est comme les chauves-souris. Ni oiseau, ni animal. Mais il faut qu'on soit nous-mêmes. Et ceux qui ont compris, c'est l'Orient. Regardez le Japon, la Chine. Ils ont pris de l'Occident la technologie. Mais l'ancrage culturel, allez en Chine, allez au Japon. Comment ils mangent? Comment ils parlent? Donc l'ancrage, le droit d'aînesse, la place de la femme, la place des vieillards, tout ça, on ne doit pas s'amuser avec notre contenu culturel. Si on détruit la culture, on est perdu. Merci coach. Je propose qu'on marque une pause pour revenir dans la deuxième partie de cet entretien. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec
De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie du coach Roland Komen. Coach, vous expliquez au début de cette émission quelques critères de performance. J'aimerais qu'on revienne notamment sur les entreprises qui recherchent la performance. Alors, quels peuvent être les critères qui peuvent permettre à ces entreprises d'aller vers des meilleurs résultats? Ok. Déjà, il faut que l'entreprise elle-même, qu'elle puisse en début d'année se fixer des objectifs. Et c'est sur la base de cette fixation des objectifs que peut-être elle se dira, j'ai besoin d'accompagner mes équipes, dont les hommes. C'est là où maintenant le coach peut intervenir. Mais les objectifs, ça c'est la direction, c'est les dirigeants. Ils disent par exemple, pour cette année, nous voulons faire tel chiffre d'affaires. Ça c'est eux. Mais maintenant le comment. Ils ont aussi la stratégie. Tout à fait. Maintenant ils vont se dire, les hommes, est-ce qu'ils sont outillés? Maintenant, on aura les éléments de motivation. Peut-être les mecs ne sont pas motivés. Peut-être il n'y a pas une cohésion entre la direction financière, la direction marketing, la direction technique. Peut-être il n'y a pas. Là, on va venir avec les éléments maintenant de team building. Oui. Les gens pensent que c'est amener les gens à Kribi ou à mais- l'Ouest et jouer. Non, non, non. Arrêtez. C'est toute une science. Pour ceux qui ont travaillé, nous voient qu'il y a d'abord un élément de diagnostic. Quand on appelle, bon, voilà, coach et tout, je veux organiser un team building. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez adresser? Oui. Quelle est la problématique? Ils te regardent. Je pense qu'il faut seulement que mes gars, on sorte un peu. Quelle est la problématique? Une problématique peut être qu'il y a un souci de cohésion. Oui. Il y a un souci de motivation. Oui. Il y a un souci de communication. Il y a même un souci de performance. Donc, il faut identifier la problématique. Et à partir de là, maintenant, on va monter un ensemble d'activités, dont des sessions de brainstorming, Oui. dont on va faire appel à l'intelligence collective. On va faire appel au management participatif et se rassurer qu'entre le diagnostic posé par le dirigeant et la compréhension des enjeux par l'équipe, la plupart du temps, et ça m'a toujours frappé, 9 fois sur 10, Oui. le problème, c'est le dirigeant. Ça me fait mal de vous 9 dire. sur 10. Oui, 9 fois sur 10. Il Surprenant quand vous même. appelle, il vous dit, attends. On l'écoute. Il faut tout l'écouter. Mais quand on va commencer à poser les questions, à la fin, il se rend compte que lui-même est le problème. Donc, souvent, le dirigeant est le problème de son entreprise. Il est en déphasage avec quoi, coach Roland? Vous qui avez l'expérience avec les objectifs, avec sa stratégie, qu'est-ce qui crée ce déphasage? Ce qui crée le déphasage, c'est que il est dans sa bulle. Il rêve seul. Il appelle ça la vision. Parce que quand il m'appelle, et on a un entretien, Oui. je dis, c'est quoi ta vision? Il me dit, quels sont tes... Il me donne tout. Parce qu'il y a je vous ai dit, il y a confidentialité. Oui. Donc, j'ai vraiment des informations très importantes dans l'entreprise. Oui. Parce que c'est un rapport de confiance. Il me Tout donne à fait. Mais je dis, ok, c'est bon. Tu penses que le problème est où? Il dit, je pense que tel directeur, il te cite 2, 3, parce que les codis souvent c'est 8, 10, non? Il dit 2, 3 là, c'est les marrons faibles. Maintenant, ce que je fais, je dis, bon, après je vais rencontrer les gars. Et je pose des questions au gars, supposant qu'il a dit que sa vision c'était A, non? Oui. Je dis au gars, quelle est la vision de votre... Le gars dit C. Et souvent, je dis, j'enregistre comme on est en train d'enregistrer, parce qu'on m'a débriefé. Oui. Puisque c'est officiel, c'est une démarche où je suis appelé à l'entreprise. Le directeur ou le dirigeant présente. Ah, vous connaissez monsieur. Ah, le coach, salut coach. Et tout. Bon, il va nous accompagner. Donc, il y a vraiment une rencontre. Maintenant, il y a tout un... C'est là où je montre aux dirigeants. Toi, tu as dit A, non? Le matin. Ou hier. Regarde, tes gars disent B. Ils me regardent. Et ça devait marcher comment? Et l'autre directeur a même dit D. Mais c'est très grave parce que ta vision, c'était A. Et je te dis, est-ce que tu es sûr? Tu me dis oui. J'ai reposé les questions. Les gars disent B, C, D. Vous voulez? Ouais, la vision doit être une vision commune et partagée. La plupart du temps, le gros challenge de la non-performance des organisations, c'est que le grand patron, il rêve seul dans son coin. Et il veut des exécutants. Voilà. Et il pense que personne ne s'est approprié. Or, il faut maintenant, la vision, elle est bonne, Oui. mais il faut inspirer Tout à fait. l'équipe à s'approprier votre vision Oui. pour qu'elle devienne une vision commune et partagée. Là, on peut, et maintenant, il faut passer à l'action. Si vous sautez le I, le modèle VIA, avec Romary, dans une autre vie, on a eu à parler Oui, tout à fait. vision, inspiration, action. Mais le I est le plus difficile.
Parce que le gars a vraiment la vision. Oui. Mais il n'inspire pas. Il n'a pas. pas suffisamment inspiré les collaborateurs à s'approprier. Et ça reste et ça demeure sa vision. Si ça demeure ta vision, on dira comme au Cameroun, tu es en train de rêver seul dans ton film. Tout simplement. Seul. Alors, coach, dans le cadre d'une démotivation Oui. des équipes Oui. dans une entreprise, Oui. comment résoudre ce problème? Maintenant, il faut identifier, toujours faire une analyse causale. Oui. Donc, pour ceux qui sont dans ce métier, ils savent que les questions sont plus importantes que les réponses. Oui. C'est toujours connaître pourquoi. Pourquoi? Ne pas tomber au premier pourquoi. Pourquoi? On verra. Bon, en matière de motivation, on a deux pôles. Oui. On a le pôle matérialiste, le pôle psychologique. C'est de regarder dans cette équipe, c'est quoi le souci. La plupart du temps, ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être matériel, Oui. mais ce n'est pas automatiquement matériel. Ça peut être le fait qu'on a des patrons ou des dirigeants exécrables. Je préfère être très dur envers les dirigeants lors de cet entretien. C'est-à-dire humainement incroyable. C'est-à-dire, vous savez, la dernière chose que l'homme ne veut pas perdre, Non. c'est sa dignité. Au nom de quoi? Parce que je suis milliardaire. Je vais insulter, humilier. Au nom de quoi? Parce que grâce à un décret, j'ai un poste. Vous savez, on peut être milliardaire, on peut être PDG, on peut être ministre, président. Mais on a besoin des hommes. On n'a pas seulement besoin des hommes, mais on peut être tout ça et ne pas être un leader. Parce que c'est des titres. Tout ça, c'est des titres et fonctions. Oui. Ça ne fait pas de vous automatiquement les leaders. Si je vous demandais le nom de Miss Cameroun, Miss Côte d'Ivoire de l'année passée, je vous demandais le nom de votre instituteur du coup moyen 2. Monsieur Jules? Monsieur Béalal Monsieur Matin. Wabo. Béalal Matin. Moi, c'est 82. Hein. Je peux demander Sam Wakren qui a 60 ans, 70 ans, 80, il n'oublie pas. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils nous ont impactés. Pourtant, ils sont peut-être passés à la télé. Personne ne les connaît, mais ils ont changé, impacté votre vie. Vous voyez que le leadership n'a rien à voir avec des gros titres. Et c'est ça le gros challenge des dirigeants actuellement. La plupart du temps, la démotivation vient essentiellement du fait qu'il y a humiliation. On parle très mal. Oui. On ne gère pas bien le capital humain. Je ne demande pas aux gens, ce n'est pas la philanthropie ou je ne sais pas, bisous, tout, mais c'est la rigueur, l'exigence, c'est pas négociable, mais la bienveillance. Et le respect des collaborateurs. La bienveillance. Oui. Donc, il faut associer les deux. Les deux. Donc. Les deux, donc l'intelligence émotionnelle. Quels sont les objectifs professionnels? Les voilà. Mais maintenant, si un collaborateur vous dit que sa femme est malade, faites un effort. La question que je pose aux dirigeants, est-ce que vous connaissez même vos collaborateurs? Vous ne pouvez pas dire non, je m'en fous. Non, vous devez les connaître. C'est une vocation, tu l'as dit en début, en offre. Oui. Même diriger, c'est une vocation. Il faut aimer ses collaborateurs. Il faut les aimer. Connaître les dates d'anniversaire. Connaître si tu te dis que maman est décédée. Tu peux aller à la veille. Oui. Pas forcément peut-être aller en temps parce que tu n'as pas le temps. Mais l'entreprise a une fonction sociale. Oui. Vous avez pas la performance sociale. C'est pas seulement la performance économique. Or, la performance sociale bien gérée va impacter les autres performances. Si le bien-être, il est content chaque matin pour aller au boulot, il est content d'aller, tu as gagné. Et pour qu'il soit content, c'est le dirigeant. C'est pas forcément, oui, il faut que l'espace soit très beau. Là, on est dans un cadre extraordinaire. Mais si le propriétaire de ce cadre vous insulte tous les jours, au mari, vous serez stressé. Pour arriver au bureau, vous serez stressé. Pourtant, le cadre est très beau. Donc, faites attention. Ce n'est pas seulement la beauté physique du cadre, mais il y a une beauté émotionnelle. Alors, vous avez anticipé sur cela dans ce livre, le tome 2 de votre livre intitulé Esprit d'impactitude ou alors Impactitude Spirit. À la page 29, voici les éléments que vous donnez et je souhaite que vous commentiez ces éléments point par point. Vous dites, voici les 5 règles d'or du leadership d'impact. 1. Mettre l'humain au centre de toutes nos actions avec le principe des 3 H du leader d'impact. Mettre l'humain, c'est quoi? C'est-à-dire, l'homme est l'alpha, oméga de la performance de toute organisation. Les 3 H, je me suis inspiré un peu de Jésus-Christ. Oui. C'est que pour les chrétiens, il est Dieu. Mais voilà un Dieu qui est d'abord humain. Il est venu pour l'homme. Ça, c'est le premier H. Le deuxième H, c'est l'honnêteté. Son oui était son oui, son non est un non. Dans les organisations où il y a l'hypocrisie, on poignarde et tout, la politique politicienne, c'est terrible. Diviser pour mieux régner, ça ne marche pas.
Et le troisième H, l'humilité. Voilà quelqu'un qui est en réalité Dieu, grand, mais qui est venu servir et non se servir. Donc voilà le premier principe, mettre l'homme au centre de tout ce que vous voulez faire. Le deuxième point, c'est avoir une approche personnalisée et singulière pour chaque membre de notre équipe. Alors, prenons Raoul et Romaric. Vous êtes différents, vous êtes complémentaires. La façon d'interagir avec Romaric sera différente de Raoul. C'est valable pour les codis. Je dis toujours aux dirigeants que j'accompagne, vous avez 12 directeurs. Les fonctions sont différentes. Le genre, une femme, la façon de parler à une femme est différente que tu vas parler à un homme. La technicité, un ingénieur va à une façon, il est très rationnel, un peu que était quelqu'un qui a fait une science sociale. Donc, tu ne peux pas les gérer comme des robots. C'est-à-dire 1 + 1 = 2, non. Donc, il faut être agile, il faut être flexible. Beaucoup de tact. Et l'authenticité et la spécificité de chaque membre. Un peu comme le parent. Il a beau avoir 10 enfants, il connaît ses enfants et il connaît que les enfants sont différents. Alors, le troisième élément, c'est développer les capacités et rendre autonomes les membres de nos équipes. C'est le principe du leader qui pense qu'il est indispensable. S'il n'est pas là, l'organisation va s'arrêter. Si on vous dit ça, c'est pour ça qu'il y a 2 catégories de personnes que vous devez éviter autour de vous si vous voulez être un leader d'impact. Les griots et les courtisans. Si vous les avez autour de vous, regardez bien, votre organisation sera non performante. Vous ne serez jamais performant. Le principe de l'avion, pour décoller, le principe aérodynamique, qu'est-ce qu'il fait? Il doit décoller contre le vent. On a besoin des personnes qui nous challengent et non des bénis oui-oui. Et c'est important d'avoir des personnes qui ont une capacité d'autonomie, qui peuvent prendre des initiatives, qui peuvent créer, qui peuvent innover. Donc, on estime que quand on laisse le collaborateur être autonome, oui, il peut se prendre la tête et peut-être se détacher et partir. C'est pas grave, vous trouvez quelqu'un d'autre, mais vous serez fier, vous avez fait un disciple. C'est pourquoi Jésus-Christ est éternel? Non. Les 12. Si après lui, ça s'était arrêté, si après vous, votre organisation meurt, vous êtes un échec, vous ne pensez pas? Tout à fait. Voilà. Donc, pensez à l'association. D'accord. Et à l'association, choisissez quelqu'un qui est meilleur que vous. Le quatrième point, vous dites adopter l'éthique et la transparence comme valeur cardinale de la gestion de nos équipes. Une fois de plus, l'exemplarité. On ne peut pas être un leader d'impact et ne pas prêcher par l'exemple. Si on prend le contexte africain et camerounais, tribalisme ici, regardez les débats. Les débats, c'est trop bas parce que nous focalisons ce qui nous divise que ce qui nous unit. Or, si on est au-dessus de la mêlée, vous allez voir que vous allez beaucoup plus encourager les valeurs. Vous allez encourager la méritocratie. Vous allez encourager l'excellence. Et ça, là, ça n'a pas de tribu, ça n'a pas de couleur. Et si vous êtes dans cette démarche, vous allez voir que le nivellement sera vers le haut. Et c'est très important d'être dans le nivellement vers le haut. Cinquième point, enfin pour terminer, c'est toujours reconnaître, valoriser et célébrer l'excellence au sein de nos équipes. C'est très important de savoir dire que cette émission a réussi. C'est pas seulement Raoul et Romaric. Il y a la technique. Oui. Donc, savoir mettre en lumière, c'est comme on dit, you praise in public, you criticize in private. Il faut apprécier. Et ça motive les équipes. Une lettre de félicitations. Quand j'étais président de la Jeune Chambre, j'avais pris la liste des anniversaires. C'est quand même des centaines de milliers de membres. Oui. Mais chaque fois, j'avais une bonne base de données. C'est informatique et tout. Donc, je pouvais chaque matin appeler une dizaine de membres. Vous ne pouvez pas imaginer. Le vrai leadership, pour le développer, c'est dans le bénévolat. Le leadership associatif. C'est la meilleure école. Imaginez des pères qui vous respectent, qui se battent et qui vous soutiennent. Et qui, quand tu dis gauche, il part à gauche. Alors que vous êtes dans le bénévolat. Parce qu'en entreprise, je suis chef d'entreprise. Le gars, il doit me respecter, sinon il est viré. Oui. Non, c'est pas le leadership. Le vrai leadership, c'est associatif. Et chaque jour, j'envoyais des messages de joyeux anniversaire. Souvent même, j'appelais. Et le gars peut te faire des choses extraordinaires. Au niveau du cabinet, je le fais chaque. Des anniversaires, des cadeaux lors de mes déplacements. Et je vous assure, ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et c'est très important de valoriser et de célébrer même les petits succès. D'accord. Alors, dans le tome 1, où vous développez 3 triptyques, oui. L'attitude qui guide les actions, oui. notamment, il faut le dire que c'est esprit, impactitude,
Impactitude Spirit. C'est le premier tome qui a été préfacé par André Siaka, tel que vous l'avez dit. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez énuméré, ce sont les catégories d'aptitude que Oui. vous avez énumérées. Les premières, c'est notamment les compétences spécialisées, Oui. où je souhaiterais que vous commentez quelques-unes. Vous avez énuméré connaître les techniques, les termes techniques. Oui. Ici, dans les compétences spécialisées, Oui. c'est vous devez être un expert technique. Prenons votre cas, vous êtes les journalistes. Oui. C'est le b.a.-ba, c'est de connaître les différents canaux de votre métier. Donc, techniquement, vous devez être bon. C'est à une fait. des compétences essentielles. C'est la première compétence. Un médecin ou un chirurgien doit connaître opérer. Donc, voilà la première phase en termes de connaissances. Alors, la deuxième aptitude, c'est connaître les règles et les normes. Je C'est crois qu'elle maintenant- est liée à la première. C'est la déontologie. Et ça aussi, ça revient dans le coaching. La déontologie. On peut être un brillant journaliste, mais si on est dans les gombos, dans les trucs, ouais, ça va casser. Ou bien, vous êtes un tueur à gage. Vous allez être brillant. C'est vous maîtrisez bien tout, hein, mais regardez votre comportement, votre attitude. Ça détruit tout. Nous allons prendre deux autres dans cette catégorie, notamment effectuer des travaux de manière appropriée. Et là, maintenant, c'est le professionnalisme. Et ça va aussi rejaillir dans notre métier. On dira, ah, mais ce coach, il est un professionnel. Et c'est quoi être professionnel dans chaque domaine? C'est faire, c'est exceller dans ce qu'on fait. C'est distingué. C'est distinguer. Et c'est très important d'être dans cette démarche d'exigence envers soi-même et de pouvoir être une référence dans son domaine. Vous avez également évoqué savoir appliquer les acquis. Et maintenant, c'est, pour moi, il faut documenter. Quand on a de l'expérience, il faut partager. Et là, c'est un tendance d'Achille sur le continent. Beaucoup n'écrivent pas. Et certains de mes gros clients, j'insiste, et il y aura pas mal de publications. Il faudrait que tout soit documenté. Il faut laisser quelque chose pour la postérité. Et pour écrire, quand vous écrivez, comme là, vous avez 3 livres. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer ma fierté que les grands journalistes, ils aient le livre. Et ça, demain, Roland Cohen va partir. Ça va rester. Oui. Et ça, c'est très important qu'on puisse documenter tous ces acquis, qu'on les laisse dans un document pour la postérité. Quand vous allez dans les écoles de commerce, moi j'ai terminé les études en 93, près de 30 ans après, c'est les mêmes études des cas. C'est dommage. C'est toujours les trucs de Montréal, Paris, des trucs. Il faut qu'on écrive nos cas. La guerre des bières au Cameroun, la guerre des eaux. Donc pour mon cas, c'est le marketing et tout. Le combat Orange, MTN. Donc il y a des trucs qu'on peut, mais les professionnels doivent documenter, doivent écrire. Si vous n'écrivez pas, comment les jeunes auront ces cas? Alors, les autres, on va survoler. À la page 20 notamment, c'est la deuxième catégorie, les aptitudes, compétences méthodiques. Et vous avez énuméré 2 ou 3 autres là-bas. Savoir planifier à court terme, à moyen terme Et à long terme. Oui, c'est le fameux plan de vie. Vous savez, des jeunes qui commencent leur carrière vous disent, oh vraiment, la DH ou le DH m'a pas aidé dans mon plan de carrière. La carrière, c'est une équation personnelle. C'est comme un plan de vie. Et tout, il y a 3 temps. Il y a le court terme. Maintenant, le court terme, et ça m'a amusé quand j'étais président de la jeune chambre, selon les environnements, le court terme peut être 1 an. Mais dans d'autres où ils sont trop avancés, le court terme, c'est 5 ans. Il te dit dans 5 ans, mais pour lui, c'est un court terme. Et vous avez le moyen terme. Si on est dans le contexte africain, c'est 3 ans. Oui. Mais ailleurs, c'est 10. Et le long terme, 15, 20, 25 ans. Il faut savoir se projeter. Quand je commence par une carrière professionnelle, dès le premier jour, je dois connaître mes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut toujours marcher comme ça. C'est-à-dire, on voit Romaric en train de faire quelque chose. Moi, on dit, mais pourquoi il fait ça? Mais si vous discutez, je le fais parce que dans 10 ans, voilà où. Et dans 10 ans, il faut commencer maintenant. Oui. Les certifications. Je sais que peut-être demain, je voudrais être à mon propre compte. Mais pour le moment, donc peut-être je commence une tontine, un compte d'épargne. Je mets 1000 francs. Dans 10 ans, 1000 francs, ça va de... Donc, ouais, parce qu'on s'est projeté. Mais malheureusement, en Afrique, on est trop court-termiste. Fini avec moi là, comme on dit. Il faut une planification assez cohérente. Ouais, cohérente. Alors, deuxième aptitude, vous avez cité, connaître les méthodes de gestion du temps. Vous avez parlé du temps tout à l'heure. Pour moi, c'est une valeur universelle. Je n'aime pas entendre le temps des Noirs.
mon épouse, c'est, même les mariages, si vous mettez 14 heures, moi, je viens au mariage à 14 heures. Si on dit la soirée de gala, c'est 20 heures. En moins 5, je suis là. Et ça, je peux vous dire, le jour où je vais mourir, je sais ce que mon écosystème dira. Cet homme était toujours à l'heure. Pour moi, la ponctualité est quelque chose, c'est pas négociable. C'est 24 heures à New York, à Washington, à Douala. Dieu a donné ça. Il a donné ça de façon égale à tout le monde. Mais la différence maintenant, c'est dans l'utilisation. Et le temps est le plus gros tueur de mon continent africain. On prend tout le temps, on veut construire une route. Vous avez vu, regardez, on dit durée du chantier 24 mois. C'est terrible. Oui. C'est dangereux 24 mois. Parce que 24 mois, ça veut dire que si je viens lire 24 mois, un mois après, si je reviens, qu'est-ce que je vais lire? 24 mois. Pourtant, si je dis durée du chantier, 15 janvier 2021, fin du chantier, 15 janvier 2023, c'est clair. Là, c'est pas bouger. Très juste. C'est juste. Il faut être très précis. Et le temps, c'est vraiment de l'argent. Mais on n'a pas compris. Même sur les énoncés, il faut être précis. Très précis. Toujours à la page 20, il y a la troisième catégorie des aptitudes et compétences personnelles cette fois-ci. On a parlé des compétences spécialisées, méthodiques, cette fois-ci personnelles. Et vous dites savoir prendre des initiatives. Oui, c'est notre capacité à oser, notre capacité à entreprendre, notre capacité à réaliser nos rêves. Et de faire attention parce que quand vous voulez concevoir cette émission ou ce programme ou ce média, il suffit de vous exprimer ou de dire à la mauvaise personne. Vous appelez un ami et vous dites, gars, tu veux lancer, qu'elle n'a pas fait, c'est toi qui vas faire. C'est la fin. C'est terminé. Donc, faites attention avec qui vous marchez. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses collègues, mais on choisit ses amis. Or, les amis, dans les 5 baromètres de succès que je donne dans le premier livre, il y a la carrière, il y a la famille, il y a les amis, il y a l'impact dans la communauté, il y a la vie spirituelle. Or, pour moi, les amis, vous avez vu dans le premier, je parle de Ted Ayon. C'est un grand frère à Boya qui m'a accueilli et qui m'a expliqué qu'il fallait qu'il devienne membre de la Jeune Chambre, qui a toujours été là pour moi et qui a tout fait pour moi. Donc, je me donne l'opportunité de dire merci à Ted. Qui est anglophone? Moi, je suis francophone. Qui est Bangui? Moi, je suis Bamileke. Vous voyez? Mais on a des valeurs communes et c'est sur ça. Donc, il y a des amis qui dépassent des frères. Le social, important. Tout à fait. On termine par là la page 21, où vous parlez des aptitudes et compétences sociales et vous dites avoir la capacité à travailler en équipe. Tout à fait. Et ça va faire la différence. À l'école, on nous apprend à cacher le devoir. On nous apprend à travailler seul. Mais la vraie vie, pour faire cette belle émission, nous sommes 3. Mais il y a toute une équipe derrière. C'est une chaîne. C'est toute une chaîne. Oui. Si eux, ils sabotent là, le son n'est pas bien, on a perdu le temps. Tout à fait. Vous voyez, si la caméra ne donne pas bien. Donc, ça, malheureusement, on ne nous a pas formés à travailler de façon collective. L'intelligence collective. La vie, la vraie vie, c'est comme une équipe sportive. Prenons le football qui est un peu très connu sur le continent africain et qui est très connu dans mon pays, le Cameroun. Vous pouvez avoir un brillant avant-centre. S'il n'a pas un milieu de terrain qui nourrit, qui donne des passes, il ne va pas marquer. S'il marque 5 buts et que le gardien encaisse 6, quel est le score du match? 6-5. Oui. Vous avez perdu? Oui. L'histoire va dire qu'il a marqué 5 buts, mais vous avez perdu. Donc faites attention. Je pense à l'esprit d'équipe. Et dans le contexte camerounais, le vivre ensemble, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Mais seul, on va aller vite. Ensemble, on va aller loin. C'est un problème africain. On ira loin. La finalité de la vie, c'est d'aller loin. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour embarquer le maximum de personnes. Et pour cela, quel type de discours on tient en tant que leader? Est-ce que nous-mêmes on est exemplaires? Est-ce qu'on inspire confiance? Est-ce qu'on motive? Quelle est notre capacité à influencer positivement les personnes qui sont autour de nous? Et enfin, est-ce que nous sommes au service des autres? Parce qu'un leader, c'est un serviteur. Un leader, c'est un esclave. Et lorsque vous faites une observation depuis que vous travaillez, nos leaders ou nos managers, notamment dans les entreprises où vous travaillez, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ignorent ces choses ou ils refusent simplement d'appliquer? Il y a le contexte. Ils n'ignorent pas. Ils sont conscients. Mais je pense qu'ils sont dans la démission.
Et d'autres sont même dans la résignation. Surtout les jeunes. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que chaque fois, je me pose des questions. Quand on venait pour l'émission, on a fait tout un parcours de la ville. C'est assez intéressant. Et puis, celui qui me conduisait, on a beaucoup échangé. Et j'aime beaucoup parler. J'aime écouter aussi. J'aime observer. Et je disais que le Cameroun, c'est un très, très beau pays. C'est un pays très riche. J'ai la chance d'avoir fait près de 49 départements, dont les 10 régions. Mes séminaires, vous savez, c'est dans tout le Cameroun. Oui. J'aime découvrir. Et dans tous mes séminaires, il y a le local content. Quand je fais un séminaire à Crédit, je veux que les jeunes Batanga, la soirée culturelle. Je le fais à Bangou, il faut que la culture. Je le fais à Ebolova, il faut. Je le fais à Garoua. Partout, si vous suivez mon actualité, il y a toujours un élément culturel. Pourquoi? Parce que, malheureusement, nous regardons ce qui nous différencie que ce qui nous unit. On cherche le plus petit diviseur commun, alors qu'il faut chercher le plus petit donateur commun. Et c'est très important d'être dans cette démarche de regarder le potentiel. Il est énorme. Le Cameroun est très beau. Je le dis parce que j'ai fait 98 pays. Si je le disais, il n'avait jamais voyagé. Il dit parce que j'ai voyagé. Le Cameroun, c'est un grand pays. Mais la grandeur du Cameroun n'est pas seulement au niveau de son relief, de sa géographie. C'est les hommes. Alors, je me suis amusé en 2010, quand j'ai visité Haïti, je n'avais jamais oublié, président de la Jeune Chambre, Oui. celui qui était en train de recompenser. J'ai visité Haïti après le tremblement de terre qui a détruit tout le pays. Oui. Et on m'écoute à la radio, je suis reçu par les autorités. On me dit, mais celui qui est en train de remonter tout le système judiciaire de Haïti, c'est un Camerounais. Je peux vous donner autant d'histoires partout dans le monde. Dans les Camerounais, je pense que sur le sport, la culture, la politique, l'ingénierie, tous les domaines, nous excellons. Mais malheureusement, la mayonnaise ne prend pas. Je pense qu'il y a un gros déficit de leadership. Et ma prière, c'est que les leaders de mon très beau pays puissent se ressaisir et qu'on puisse comprendre que c'est ensemble qu'on va relever les grands défis. Seul, ça sera très difficile. Une tribu n'est pas supérieure à l'autre. Et que c'est dans la complémentarité. Chaque tribu est essentielle. Grâce à spécificité. La aussi. spécificité Oui. et la beauté de chaque communauté. Mais si on met ça en harmonie, on met ensemble, on ira très très loin. C'est un grand pays, le Cameroun. D'accord. D'ailleurs, on dit c'est un continent. Tout à fait. C'est l'Afrique en miniature. Alors, Roland Koumen, parlons deux questions pour sortir de cet entretien. Oui. Touchons un peu l'administration camerounaise, parce que on parle des entreprises et autres, mais le Cameroun a une fonction publique. Oui. Et une certaine opinion pense que notre administration publique se caractérise par deux choses essentiellement. L'absence de reddition de comptes et la montée de la gabégie. Oui. D'autres déplorent la qualité de services offerts aux usagers. Est-ce que cette situation de nos administrations publiques vous interpelle? Ça m'interpelle parce que vous avez trois acteurs principaux dans toute nation moderne. Le premier, c'est le gouvernement. Oui. Et le gouvernement est un acteur même crucial, surtout dans les pays en voie de développement. Et même dans les grands pays, les pays développés, le gouvernement est puissant. Et il faudrait qu'en Afrique, cette puissance ne soit pas touchée. Mais c'est une puissance au service du développement et non au service des individus. Deuxième acteur, le monde des affaires. Il est très faible. Et il est en conflit avec le gouvernement. C'est dommage. C'est complémentaire. Quand on suit Obasanjo, quand il prend le pouvoir, il a une vision. Il veut faire 50 milliards. Vous connaissez l'histoire d'Obasanjo? Oui, tout à fait. Il va fabriquer. Tout le monde devrait être. Les dirigeants africains doivent avoir peur. Il va fabriquer des capitaines Des d'industrie. capitaines, il faut le faire. N'ayez pas peur. C'est vrai que on peut avoir peur que demain, il devienne président. Mais je pense que on doit cesser d'être petit. On doit être des hommes d'État et non des hommes d'élection. Il faut vraiment la grandeur pour inscrire l'action au niveau de la durée. Troisième acteur, la société civile. Si vous prenez au Cameroun, vous voyez que c'est faible, faible, faible. Alors que si chacun est puissant, un gouvernement très puissant, extrêmement compétent, un patronat ou un secteur économique dynamique, innovant et prospère, parce que eux, c'est eux qui vont payer les impôts, c'est eux qui vont créer de l'emploi, Oui. c'est eux qui vont créer la prospérité. Et une société civile qui est là pour dire faites attention, qui va dénoncer les grands enjeux sans être partisan.
on regarde les villes sont propres, ou bien si le foncier, qu'on ait des débats, pas partisans, mais vraiment froids. Comment on fait? La situation du chômage des jeunes, les pandémies, l'injustice, la place de la femme dans nos sociétés, la place de la jeunesse au niveau même de l'écosystème. Donc, il y a tellement, si on regarde les ODD, une société civile qui se mobilise et qui n'est pas partisane, vous voyez qu'elle peut aider tout le monde. Tout à fait. On a un syndicat très puissant où on n'aura pas de collaborateurs, où les employés ne sont pas la CNPS, ils n'ont pas d'assurance et tout. Vous voyez, donc on a besoin de tout ça. Chaque acteur puissant, si on l'a, on ira très loin. Maintenant, parlons de la performance. Alors, nous accompagnons 2 entreprises parapubliques et qui sont hautement performantes. Maintenant, la performance de l'administration est différente de la performance d'une entreprise purement privée. Vous savez, dans le privé pur, vous n'êtes pas performant, vous êtes viré. Vous êtes viré. Oui. Dans le performant, dans l'entreprise privée, surtout anglo-saxon, 5 ans après, on vous dit au revoir. Alors que vous êtes même, parce qu'on se renouvelle. Mais si vous prenez le para, comment on recrute? Il faut aussi voir la mission. L'administration a une mission. On peut dire, voilà, telle entreprise, on veut 1000 personnes. Est-ce qu'on recherche la performance économique? Non, c'est une performance sociale. Il faut équilibrer, il faut prendre un peu partout. L'équilibre régional, par exemple, n'est pas une mauvaise chose. Mais dans chaque région, si on prend les bonnes personnes, on va niveler vers le haut. Oui. Et autre élément où il faut, c'est de se dire que la non-performance de l'administration a un impact négatif. C'est-à-dire, si vous devez aller dans une administration pour un document qui doit sortir après une semaine, un document qui doit sortir à l'instant, d'où l'importance de la digitalisation. Et l'exemple est rwandais. Le Rwanda a digitalisé plus de 120 administrations, de l'acte de naissance, au permis, au passeport, au visa. Et vous avez vu le boom. Donc, il faut qu'on digitalise. Il faut qu'on modernise notre administration, que ça devienne de plus en plus impersonnel. Et on l'a vu avec une société d'énergie que j'ai accompagnée, Néo, quand je l'ai rencontrée, je vais le citer. Quand elle arrive, on se levait à 3 heures du matin, à 4 heures, pour payer les factures. Nous avons été dans la conversation. Quand il nous a retenus comme cabinet pour l'accompagner, il m'a posé la question, mais Roland, comment on se réveille à 4 heures pour payer une facture de 3 000, 5 000? Il a suffi de prendre 3, 4 jeunes polytechniciens qui ont rejoint un programme. Aujourd'hui, avec votre téléphone, oui, vous payez vos factures. Donc, si ça peut être fait dans cette entreprise, ça peut être fait partout. On a des ingénieurs, on a tout, mais il nous manque la volonté. Parce que, malheureusement, le plus gros challenge de mon pays, c'est la corruption et le détournement. Si c'est réglé, je pense que le reste, même le tribalisme est petit. Mais si on règle la question de la corruption et des détournements, je vous assure, il y aura le plein emploi, les gens seront à l'aise, il n'y aura plus rentrer chez vous, venez chez nous, il n'y aura plus tout ça. Oui. Parce que ça là, ça arrive parce que les jeunes sont désœuvrés, désespérés, fragiles, vulnérables et on peut les manipuler. On se dit, c'est l'autre qui est ton problème, ce qui est faux. Une dernière, dans cet ouvrage de Impact of One, oui, vous développez la capacité de chaque individu à apporter un changement positif. Est-ce que vous êtes prêt à apporter votre expérience et votre expertise, surtout au département ministériel, où de plus en plus la qualité du service public est déplorable? Sans hésiter, ma réponse est non. Pourquoi? Donc, vous voyez que tout ce parcours, j'ai fait pour être ministre. Raoul s'est m'insulté. Non, pas pour devenir ministre. Donc, regardez, apporter vous savez, quand il y a cela 13 ans, j'ai été reçu par plus de 30 dirigeants dans le monde. Combien de ministres ont ce parcours? Je reprécise ma question. Est-ce que vous pouvez faire du coaching dans ces départements ministériels pour que la qualité du service soit améliorée? Pourquoi pas? Si on est sollicité, on va apporter notre contribution. Puisque nous sommes au service du continent africain. C'est pour ça que le cabinet s'appelle Go Ahead Africa. Et la signature, c'est Bright Spot in Africa. C'est mettre l'Afrique en lumière. Donc, j'ai pris le choix de montrer le bon côté de l'Afrique. Parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, il y a le mauvais côté, moi, on l'a jamais vu. Hein. Il y a un côté exécrable de ces pays-là. Vous ne les voyez pas. Donc,
on valorise, on met en lumière l'Afrique. Depuis pratiquement 8 ans, mes tenues sont cousues par des jeunes Africains. Je m'habille local content. Donc, je soutiens la couture, le fashion. Oui. Je décide de faire mes séminaires sur le continent. Là, j'ai en tant que j'ai fait un séminaire à Dubaï, à Paris ou à New York. Ceux qui veulent aller à Paris, à New York, donc à partir. Mais vous savez qu'il y a des cabinets qui les gars veulent aller. Mais il faut qu'on. Si je peux faire, peut-être, je sors de Botswana, où il y a le réseau Globus, fondé par un Camerounais, Richard Loé, le président d'Activa. C'est au Botswana. Il faudrait qu'on visite. C'est très beau, nos pays. Pourquoi aller tout? Je sais pas. Ce complexe d'infériorité doit cesser. On doit être fier d'être africain. On doit consommer ce qu'on produit. On doit s'amuser en Afrique. On doit écouter la belle musique africaine. On doit voyager en Afrique. Je souhaiterais qu'un dirigeant me dise, je m'en vais en week-end, en congé à Abidjan. Je m'en vais en congé à Kigali, à Gaborone, à Harare, ou bien Victoria Falls. J'étais au Zimbabwe après, j'étais à Victoria. L'Afrique, c'est un très beau continent. Cessons d'avoir ce complexe où, pour s'amuser, tu es fier, tu mets la photo. J'étais à Dubaï, j'étais à New York. Vous n'allez jamais me voir, regardez mes passes, il y a une photo. Voilà, je suis fier d'être africain. Oui. Mais pour cela, nous-mêmes d'abord, on doit valoriser le continent. Être fier de Douala. Est-ce que vous connaissez des endroits sympathiques à Douala? Je vous dirais, il y a des endroits très sympathiques. Peut-être on va pas faire la publicité ici, mais il y a de très bons endroits où j'amène mes clients, on fait des séminaires. Le Cameroun, on peut faire des séminaires partout au Cameroun, du nord, sud, l'est à l'ouest. C'est beau. Mais il est important que nos dirigeants économiques, politiques, consomment ce qu'ils produisent et qu'on produise ce qu'on consomme. Et donc, si après cette émission, on vous appelle, on dit Roland Kweben, on vient de vous nommer ministre. Quelle est votre réaction? Vous croyez que ça se passe comme ça? Donc, je reprends encore vos maris. Donc, ça veut dire que je suis tellement désespéré. Donc, je suppose qu'on a mené une enquête sur vous et que après peut-être une émission comme celle-ci, on se dit, bon, écoutez, l'élément qui nous manquait, on l'a. Roland Kweben, demain, est ministre. Donc, vous croyez que la consécration d'un Camerounais, c'est d'être ministre? Je pose juste la question, Roland Kweben. Je vous réponds avec toute la sincérité, non. Donnez à ceux qui veulent être. Vous allez refuser. Parce qu'il y a des conditions. Je pose mes conditions. Vous avez vu justement, je dors 4 heures par jour depuis 2009 au mari. J'ai une vingtaine d'entreprises. Et l'année prochaine, nous passons à la franchise. La franchise, oui. Donc, on veut faire 3-4 pays. On n'a plus de vie. Il faut transformer le continent. Mon domaine de définition, c'est l'Afrique. Parlez-moi de l'Afrique, ça m'intéresse. Et non un bureau à Yaoundé. Non. Merci. Maintenant, il y a les conditions. Est-ce que je veux servir mon pays? Je le sais déjà. Depuis mon parcours jeune chambre, les académies de leadership, les programmes des jeunes, je le fais de façon bénévole. Parce que quand vous avez été béni, vous devez être une bénédiction pour les autres. Mais un titre, une fonction, ça ne fait pas de vous un leader. Merci Roland Kweben. Merci, c'est la fin de cet entretien. Une émission hyper riche. Parce que nous également, nous avons bénéficié aussi de votre expérience et de votre expertise à GNJ Media. Merci infiniment pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes coach d'impact et que vous accompagnez pas mal de presque toutes les grandes entreprises du Cameroun vous font confiance pour redynamiser leur équipe et parvenir à obtenir les meilleurs résultats et de grosses performances. Vous êtes surtout le promoteur d'entreprise Go Ahead Africa avec le magnifique concept Impact Talks, Tout à fait. qui est un concept auquel j'ai déjà assisté et je peux vous dire c'est un véritable délice. Alors, vous êtes également écrivain, auteur de 3 livres, notamment de Impact of One, le tout premier, que vous avez publié, et les 2 autres, Esprit, Impactitude, Spirit. Voilà, 2 ouvrages en 2 tomes, tome 1 et tome 2. Et le 4e est presque prêt. Oui. Vous allez m'inviter et je viendrai pas. C'est sur la transformation des organisations sur le continent africain. D'accord. Donc, j'ai interrogé 10 de mes plus gros clients, de 10 secteurs d'activité. Oui. Et on a fait 3 ans avec eux et ils ont eu des niveaux de performance. Donc, j'ai documenté comment conduire les changements dans les entreprises et les organisations en Afrique. Les outils et la méthodologie du cabinet Go Ahead Africa. C'est le 4e livre qui sortira premier trimestre 2024. Magnifique. Merci beaucoup pour cette exclusivité aussi que vous nous donnez de l'annonce de la sortie de cet ouvrage.
Merci Raoul, c'est la fin de cet entretien. Naturellement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à Grasté, la coordonnatrice et celle qui supervise cette émission. Merci de nous avoir déniché cet autre invité de qualité. Merci à Gilles Bédanoubissi qui a coordonné la production d'aujourd'hui. Quant à nous, on se donne rendez-vous bientôt avec un autre invité, avec le même plaisir, le même désir. D'ici là, continuez de suivre l'actualité sur GNJ Media et n'hésitez pas, abonnez-vous sur nos plateformes YouTube et Facebook. Ça s'affiche naturellement au bas du petit écran et n'hésitez pas, appelez-nous si vous avez des préoccupations, si vous avez des propositions et nous nous ferons un plaisir énorme de venir auprès de vous et répondre à l'ensemble de ce que vous désirez. Restez sur GNJ Media, l'innovation à outrance. À très vite.